Le 11 septembre 2001, Larry Silverstein, magnat de l'immobilier et tout récent locataire des tours jumelles du World Trade Center, n'est pas à son bureau comme tous les matins. Ce jour-là, pour une fois, il a changé sa routine. Il a rendez-vous chez son dermato, une décision qui, à ce moment-là, sans qu'il le sache, lui sauve la vie. Quelques heures plus tard, les images des tours qui s'effondrent passe en boucle à la télévision. C'est une tragédie mondiale, mais pour Larry Silverstein, cette journée marque aussi le début d'un autre combat. Beaucoup plus discret, à l'abri des médias, mais tout aussi intense. Une bataille juridique pour réclamer des milliards d'assurances. Alors comment un homme d'affaires, en quelques mois seulement, est-il passé d'un projet ambitieux à l'une des plus grandes batailles juridiques de l'histoire? Comment a-t-il pu transformer un désastre absolu en un règlement record? Et surtout, que révèle cette affaire sur les contrats d'assurance et les milliards en jeu? Alors aujourd'hui mon pote, je vais te raconter l'histoire très controversée du jackpot tragique du 11 septembre et je te recommande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux savoir comment un jour le monde des affaires et une tragédie historique se sont croisés de façon troublante. J'espère que tu es super bien installé. Alors mon ami, avant de rentrer dans les détails de l'histoire, il va falloir que je te présente notre protagoniste principal. Il s'appelle Larry Silverstein. Mais qui est-il? Alors c'est un homme d'affaires new-yorkais né en 1931 à Brooklyn d'une famille juive. Et il va devenir au fur et à mesure des années un grand magnat de l'immobilier connu pour son audace et sa résilience. Pendant ses études, il travaillera comme moniteur de colo. Il fera la rencontre de sa femme Clara avec qui il aura 3 enfants. Et je te raconte ça parce que ce détail aura une importance plus tard dans l'histoire. Alors, fils d'un agent immobilier, il va fonder Silverstein Properties en 1957 avec son père et son beau-frère de l'époque. Ensemble, ils se concentrent d'abord sur des petits immeubles commerciaux avant de finir par investir dans des projets beaucoup plus ambitieux. Et durant les années qui suivent, malheureusement, son père décède et son beau-frère divorce de sa sœur, ce qui mettra fin au partenariat. Et Silverstein décide donc tout simplement de poursuivre l'aventure immobilière de son côté, ce qui témoigne pleinement de sa résilience et de sa détermination. Et au fil des années, notre bon vieux Larry va développer un portefeuille de propriétés super impressionnant. Et ça dans tout Manhattan, notamment le 120 Wall Street, le 529 Fifth Avenue et surtout le 7 World Trade Center qui est construit en 1987. Au fur et à mesure des années, ces différents investissements lui permettront d'intégrer le prestigieux club des milliardaires de New York. Et au fil de toutes ces années, il se fait vraiment une réputation de quelqu'un qui a une super capacité à transformer des immeubles vieillissants en actifs super rentables. En gros, il devient une figure influente et super connue de l'immobilier new-yorkais. Bon, on arrive quelques années plus tard. On est en janvier 2001. Larry Silverstein, il va rencontrer ce qu'on appelle la Port Authority suite à un appel d'offres pour gérer le complexe du World Trade Center. Et donc la Port Authority, c'est tout simplement une organisation gouvernementale en charge de gérer justement tout ce complexe. Parce que si tu ne le savais pas, jusque-là, c'était un complexe public qui appartenait à l'État. Et en gros, à cette époque-là, la gestion du World Trade Center commence à devenir très compliquée pour cet organisme. Ça demande une gestion super complexe et des coûts de maintenance super élevés. Donc en gros, ils veulent confier le bail à un investisseur. Donc après plusieurs mois de négociations, en avril, Larry Silverstein il va remporter l'appel d'offres et il signe un bail de 99 ans pour le World Trade Center. Un deal estimé à 3,22 milliards de dollars. En gros, c'est ce que ça lui a coûté pour pouvoir gérer ce bail. Et il rentre dans un contrat super particulier, c'est ce qu'on appelle un Rent to Own Agreement ou tout simplement une location avec possibilité d'achat. Donc en gros, chaque mois, il va payer un loyer fixe à la Port Authority, puis à un moment donné, il va avoir la possibilité de racheter le complexe tout entier. Et à ce moment-là, c'est historique parce que c'est la première fois en 31 ans d'existence que le World Trade Center est géré par une compagnie privée. Alors Larry va finaliser le bail et il va contracter des assurances en juillet 2001. Et ce contrat, il inclut des protections d'assurance massives pour un montant de 3,5 milliards de dollars contre plein de dommages différents, y compris les attaques terroristes. Donc Silverstein, il est tout content. Il vient de remporter le mandat du World Trade Center et il voit ça comme une opportunité de finalement moderniser ces bâtiments emblématiques qui commençaient à être un peu anciens. Mais à peine 2 mois après, on est le 11 septembre 2001
et un tragique événement va venir changer l'histoire des États-Unis et celui de Larry Silverstein à tout jamais. Ce matin du 11 septembre 2001, Larry Silverstein, qui avait pourtant l'habitude de prendre son déjeuner tous les matins au restaurant Windows on the World, au 106e étage de la tour nord, ce matin-là ne s'y trouve pas. En effet, le matin même, alors qu'il s'apprête à partir au bureau, comme d'habitude, il se fait intercepter par sa femme Clara, parce qu'en effet, ça fait déjà plusieurs mois que sa femme, à ce moment-là, le harcèle pour qu'il prenne un rendez-vous chez le dermato, tout simplement pour sa consultation annuelle. Et alors que notre cher Larry s'apprête à repousser une nouvelle fois, cette fois-ci, il finit par y aller. Alors sous la pression de sa femme, il a fini par céder, et à ce moment-là, il ne le sait pas encore, il vient tout juste d'échapper à ce qui aurait pu être une mort tragique. Le matin du 11 septembre, à 8h46 précisément, la tour nord, où Larry Silverstein aurait dû être pour prendre son petit déjeuner, se fait frapper par un premier avion de la American Airlines. Comme beaucoup d'autres gens, Larry ne comprend pas ce qui se passe tout de suite. Il croit d'abord à un incendie ou une attaque à la bombe, mais lorsque 17 minutes plus tard, à 9h03, cette fois-ci un autre avion de la United Airlines frappe la tour sud, et que les gens réalisent enfin l'ampleur de la tragédie, le monde sombre dans la terreur. Dans les heures qui suivent, les deux tours jumelles s'effondrent après des attaques terroristes menées par des membres de l'organisation Al-Qaïda. Dans la foulée, Silverstein, il voit ces deux bâtiments phares complètement s'écrouler après l'attaque désastreuse. Tout part en fumée et il faut savoir que les attentats du 11 septembre feront environ 3000 morts et ce sera à ce jour encore la plus grande attaque terroriste que le monde connaîtra. Et donc en plus des pertes humaines et économiques colossales, c'est un coup dur pour l'investissement de ce bon vieux Larry. Alors heureusement pour lui, comme je l'avais expliqué, ses contrats d'assurance couvrent les attaques terroristes, mais un détail va venir tout changer. Parce que lui, Larry, il affirme que chaque avion constitue un sinistre distinct. Va alors s'en suivre une longue bataille juridique pour déterminer s'il s'agit d'un seul ou alors de deux accidents. Alors en gros, je la fais courte, est-ce que Larry, il va toucher l'indemnisation initiale prévue par le contrat ou alors le double? Je te rappelle, lorsqu'il a finalisé le bail en juillet 2001, les contrats couvraient un montant de 3,55 milliards de dollars. Et pour la remise en contexte, après le drame, non seulement Larry avait le droit, mais il avait surtout l'obligation de redévelopper le site du World Trade Center. Et d'ailleurs, seulement un jour ou deux après le drame, il reçoit déjà un appel du gouverneur de l'État de New York qui lui demande qu'est-ce qu'il envisage de faire. Parce qu'à ce moment-là, même si tout est réduit en poussière, Larry, il continue de payer 10 millions de dollars par mois à la Port Authority pour les droits du bail. Et Larry, toujours au téléphone, il répond que c'est simple, faut immédiatement reconstruire le site. Et ça, aussi vite que possible. Sauf que notre bon vieux Larry, il se rend rapidement compte que les assurances contractées vont pas forcément permettre de couvrir tous les coûts de la reconstruction. Alors Larry Silverstein, il va entamer un long combat juridique contre les assureurs, réclamant en fait le double, soit 7 milliards de dollars, en affirmant qu'il n'y a pas eu un, mais deux sinistres distincts. Au total, je te parle de 24 compagnies d'assurance différentes concernées par cette affaire. Alors, les compagnies contestent, soutenant qu'il s'agit bien d'un seul et unique événement, et du coup, toute cette affaire, elle s'en va au tribunal. Après une longue bataille juridique, je te parle de 3 ans de procédure, des coûts qui s'élèvent en millions de dollars, un règlement est finalement trouvé. Larry Silverstein obtient au final 4,55 milliards de dollars, soit 1 milliard de plus que ce qui était prévu initialement dans les contrats. Et il faut comprendre qu'à ce jour encore, c'est l'un des plus grands règlements d'assurance de toute l'histoire. Mais ça soulève de nombreuses questions. Est-ce que c'est une simple procédure légale tout ça, ou est-ce que c'était vraiment un coup de génie financier de la part de Larry Silverstein? Parce que quand les gens commencent à entendre parler de toute cette histoire, ça suscite évidemment des critiques et des controverses. Certains y voient même
Larry comme un gros opportuniste qui aurait complètement profité de la tragédie. D'autres, ils vont juste le considérer comme un homme d'affaires pragmatique, ayant simplement utilisé les outils financiers et juridiques mis à sa disposition après un tel accident. Et forcément, mon ami, cette vidéo, elle serait pas complète, je serais pas allé au bout du sujet si je t'avais pas expliqué en quoi toute cette histoire, elle a forcément été appropriée par les théoriciens du complot du 11 septembre. Ils sont vraiment appuyés sur des éléments précis. Par exemple, le timing parfait de tout ce deal au complet, à savoir la signature des contrats et la contraction des assurances seulement 2 mois avant le drame du 11 septembre, une clause qui protégeait spécifiquement contre les attaques terroristes et une absence de Larry le jour du drame, alors qu'il s'y trouvait normalement tous les matins à 8 heures précises pour prendre son déjeuner. Et il n'y a pas que lui, parce que ses 2 enfants aussi, qui normalement auraient dû être là, étaient absents ce jour-là, ils étaient en retard au travail. Alors ça peut être tentant pour certains de croire à un complot ou penser que Larry, qu'il aurait en partie manigancé, ou alors qu'il était tout simplement au courant de ce qui allait se passer et qu'il a juste agi en conséquence. Mais en fait, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Bon, déjà, si on prend le deal en question, la contraction des assurances, faut donner du contexte. Le fait que la Port Authority ait fait l'appel d'offres seulement en 2001, c'est complètement le hasard. À ce moment-là, ça faisait déjà des années qu'ils pensaient à privatiser. Puis, c'est en janvier qu'ils ont finalement lancé l'appel d'offres. Et Larry, comme d'autres personnes d'ailleurs, il y a tout simplement participé, puis il a fini par le remporter. Le bail, lui, forcément, ça a pris des mois pour finaliser le bail. Et en fait, Larry, il a contracté les assurances en juillet. Mais en fait, c'est juste au moment où il a officiellement signé le bail et qu'il a finalisé le contrat avec la Port Authority. En fait, à ce moment-là, contracter des assurances, c'est juste une procédure administrative complètement standard qui faisait partie du deal. Et concernant la clause des attaques terroristes, en fait, faut pas oublier que le World Trade Center avait déjà été la cible d'attaques terroristes en 1993 avec une attaque à la bombe, toujours menée par des terroristes de Al-Qaïda. C'est une attaque qui a plutôt échoué par rapport à leurs ambitions, mais qui a quand même fait 6 morts. Et donc, il y avait déjà un historique qui fait du sens que Larry a voulu protéger les tours contre des attaques terroristes. Et le fait que Larry et que ses enfants d'ailleurs soient absents le jour du drame, ça peut aussi relever de la coïncidence. Aujourd'hui avec le recul, il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui auraient dû se trouver à ce moment-là, mais qui pour X ou Y raison y étaient pas. Et ça avec les attentats du World Trade Center, mais aussi plein de drames différents. Je suis sûr que toi-même, tu t'es déjà dit un jour, waouh, dinguerie, il s'est passé ça, il y a eu cet accident-là, j'aurais dû y être, mais au final, j'y étais pas. Bon, voilà. On peut considérer que c'est la même chose pour Larry. Et donc, malgré toutes ces controverses, ces théories, le débat reste ouvert. Mais une chose est sûre, c'est que toute cette histoire a marqué un tournant complet dans le monde des affaires et le monde des assurances. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Larry Silverstein, il a eu le droit de redévelopper le complexe du World Trade Center. Il fera développer les tours 7, 4, 3 World Trade Center et le tout qui, à ce jour, est toujours en construction et dont le projet n'arrête pas d'être retardé pour manque de financement, difficulté à trouver des locataires. Et pour se dire à quel point cette histoire a en fait même coûté cher à Larry, c'est que en fait par manque de moyens, il a même dû recéder une partie de ses droits à la Port Authority pour développer le One World Trade Center, ou ce qu'on appelle le Freedom Tower, qui, à ce jour encore, est le plus grand gratte-ciel des États-Unis. À l'époque, c'était un coût estimé à 9 milliards de dollars pour rebâtir tout le site et les bâtiments. Faut pas oublier que cette affaire, elle a eu des conséquences économiques plus larges parce que la bourse de Wall Street a été fermée durant 6 jours suite aux attentats. C'est des pertes estimées à plus de 1400 milliards de dollars dans l'économie mondiale et l'industrie de l'assurance a complètement évolué. Les primes de risque contre les actes terroristes ont complètement explosé. Et il y a de nouvelles clauses spécifiques comme le Terrorism Risk Insurance Act aux États-Unis qui ont été créées. En gros, c'est tout simplement une nouvelle mesure qui spécifie que le gouvernement, au-delà d'un certain montant, est en charge lui aussi d'intervenir et de dédommager les dégâts qui ont pu être causés par des attentats terroristes. Alors mon ami, j'espère que tu as kiffé cette histoire. C'est une histoire qui est pas très connue et que j'ai trouvé ultra intéressante. On a beaucoup parlé des pertes humaines et du drame du 11 septembre, mais c'est vrai qu'on parle jamais de la catastrophe économique et financière que ça a causé. Et en gros, faut pas oublier que derrière chaque crise, il y a toujours des enjeux financiers majeurs qui sont
souvent invisibles pour le grand public. Mais vu que tu es sur ma chaîne, maintenant toi tu sais. Et voilà, faut pas oublier que dans tout ça, tu as des hommes d'affaires comme Larry Silverstein qui en gros sont dans une zone grise entre légalité, opportunisme et pragmatisme. Écoute mon pote, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé. Selon toi, est-ce que Larry Silverstein ça a été plutôt un mec opportuniste ou plutôt un mec pragmatique dans cette affaire? Dis-moi ce qui fait le plus de sens pour toi. Et mon pote, je t'invite comme d'habitude à t'abonner, lâcher un pouce bleu si t'as vraiment kiffé cette vidéo. Et oublie pas que nous, on va se retrouver chaque dimanche pour une nouvelle vidéo. On va parler d'histoire d'argent. Merci encore une nouvelle fois à ceux qui sont abonnés ces dernières semaines. Et puis, moi, je vous dis bye bye et à la prochaine.